Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Alfred de Montesquiou, vous êtes le deuxième invité de la saison 5 des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Chandail et Chignon ? Ouais. J'ai le droit de poser des questions, moi aussi ? Oui. Vous avez étudié à la Sciences Po, vous y enseignez aujourd'hui, je crois. Y a-t-il des choses qui ont changé dans cette école entre ces deux étapes de votre vie ? Alors je ne répondrai que si vous me dites d'abord ce que veut dire Chandail et Chignon. Alors, Chandail et Chignon, c'était un petit clin d'œil par rapport à la vision que les gens ont des bibliothécaires. C'est-à-dire une vieille dame avec un chandail. On voulait jouer sur cet aspect décalage. D'accord. Et je précise aux auditeurs que Thierry n'a ni chandail ni chignon. Non, plus sérieusement, Sciences Po, oui, ça a beaucoup changé. Moi, c'était un peu ringard à l'époque où j'y étais, on va être honnête. C'était très vertical, c'était l'antichambre du pouvoir. C'était très monolithique, c'était un peu l'école de l'élite. Et paradoxalement, c'était pas très difficile d'y rentrer. C'était un peu lambda, quoi. Et maintenant, ça s'est extraordinairement internationalisé. Les élèves sont beaucoup plus divers socialement, géographiquement et socialement. Et les débouchés de travail sont infiniment plus variés. Moi, à l'époque, il y avait 3 options. C'était soit gouvernement, soit finance, soit les guignols, c'est-à-dire moi et tout le monde. Ça s'appelait DRH ou un truc comme ça. Et c'était en gros DRH, journalisme. Mais on était un peu considéré comme le bas de gamme, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois, ils ont 15 000 options différentes. C'est une école qui est vraiment devenue une école d'élite mondiale, de qualité. En ce moment, elle traverse une phase un peu difficile. Elle a une mauvaise image parce que les élèves sont très politisés. Du coup, il y a eu des manifs pro-palestiniennes, anti-palestiniennes, j'en sais rien. Mais moi, je comprends pas les gens. C'est normal, c'est les étudiants, c'est normal qu'ils manifestent. C'est normal qu'ils aient des sentiments moraux, qu'ils soient scandalisés, révoltés, enfin tant mieux. Tant mieux qu'ils soient engagés avec le monde. Et donc vous diriez que c'est une école plus élitiste aujourd'hui ou... Ah non, c'est une école beaucoup moins élitiste aujourd'hui. Élitiste dans le mauvais sens du terme. Aujourd'hui, c'est une école d'élite, c'est-à-dire c'est une école excellente qui envoie ses étudiants à Columbia, à Stanford, à Oxford, à Cambridge. Elle fait partie des grandes écoles dans le monde. Et elle dialogue un peu dans un club de grandes écoles dans le monde. Mais par contre, elle est pas élitiste dans le sens où elle était il y a 20 ans, enfin 25 même. C'est-à-dire, à l'époque, c'était vraiment l'antichambre du pouvoir. D'ailleurs, moi, mes camarades de classe, il y en avait un qui s'appelait Macron-Emmanuel. Bon, c'était en pré-pénat, mais il était là. Et puis, enfin, il y avait Najat Vallaud-Belkacem, Ramayadeh, un nombre de ministres énormes dans ma classe, quoi. Mais moi, j'étais le cancre, je précise. Okay. Vraiment le cancre. D'ailleurs, moi, je me souviens d'eux, et d'elle, elle se souvient absolument pas de moi. La bourse Max Lazare, dont vous avez bénéficié au début de vos études, existe-t-elle encore ? Oui, alors je vous remercie de poser la question. La bourse Max Lazare, donc c'est une branche de la famille Lazare qui avait une banque, qui sont des gens assez aisés, fortunés même. Donc Max Lazare, qui était sociologue, avait demandé à ce que une partie de son héritage aille pour une bourse qui aide les étudiants, en l'occurrence de Sciences Po, à faire un grand voyage académique, mais pas que. Aussi un voyage humain, humaniste, une aventure. Et en fait, ça dépend. Il y a des gens qui font un voyage très sérieux. D'autres, c'est presque un peu du tourisme glorifié, mais intelligent, quoi. Et moi, j'en ai bénéficié. Ça a été un voyage extraordinaire. J'ai traversé avec ma petite copine de l'époque, d'ailleurs, toute une partie du nord de la Mauritanie. C'était vraiment aventureux, dans une zone qui, après, est devenue une zone complètement inaccessible, puisque c'est la zone où, après, était AQMI, enfin l'équivalent de Daesh pour l'Afrique du Nord. Et c'était quand même un voyage merveilleux, quoi, avec les nomades de la tribu Mor d'El Ghebat. Enfin bref, c'était extraordinaire. Et j'ai un peu perdu le fil de cette bourse et de l'association qui la finance, parce que voilà, la vie fait que. Et puis, en écrivant ce livre, je me suis quand même dit qu'il fallait que j'essaie de retrouver, voir si, ne serait-ce que pour remercier, puisque c'est grâce à cette bourse que j'ai rencontré Didier Lazare, et Didier Lazare qui était mon vieux prof à Sciences Po et un des héros de mon livre, Crépuscule des hommes. Et quelle ne fut pas ma surprise et mon plaisir d'ailleurs, de découvrir que la bourse existait toujours, qu'elle est dirigée par un petit-neveu de Didier Lazare, qui est un grand philosophe, qui s'appelle Gérard Wamser, qui est prof de philo à Lyon, je crois, et qui donc est un arrière-petit-fils, je crois, de Max Lazare. Et
c'est un peu compliqué parce que le monde a changé, etc. Et ils ont du mal à retrouver des gens, des jurys. Et donc, Gérard Wamser m'a fait l'honneur de me demander d'être jury de la bourse Max Lazare à partir de l'année prochaine. Super. Et j'ai dit oui tout de suite, évidemment, parce que pour 2 raisons. D'abord, c'est normal de pouvoir rendre quelque chose quand on vous a donné. C'est normal. Et deuxièmement, parce que moi, j'ai un parcours académique, mais finalement pas très. Je vous l'ai dit, j'ai toujours été un peu mauvais élève et tout ça. Et j'ai beaucoup d'empathie, disons, pour les gens qui se retrouvent dans cette situation-là aujourd'hui, un peu les électrons libres, quoi. Et j'espère que dans le jury de cette bourse Max Lazare, de même que quand je suis dans le jury de l'école de journalisme de Sciences Po, ce qui m'arrive aussi, ça agace parfois un peu les dirigeants, ils sont là, mais t'aimes toujours tout le monde. Et c'est vrai que moi, je regarde, je vois les originaux, je regarde leur qualité, tout ça. Et donc je suis content. Rien ne me fait plus plaisir que l'idée que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, des jeunes gars avec des jeunes filles avec des étoiles plein les yeux, qui ont un projet un peu foufou, qui rentrent pas vraiment dans les cadres, vont pouvoir aller faire un voyage un peu dingo grâce à la générosité de la famille Lazare, qui a décidé qu'une partie de son argent serait pour financer, en gros, les rêves d'une certaine jeunesse. Je trouve ça génial. Oui, c'est la boucle qui... Ah oui, oui. Vous avez aussi étudié aux États-Unis, à l'Université Columbia de New York. Quelles sont les principales différences entre les études américaines et les études françaises ? Moi, j'ai adoré Columbia. Vraiment, alors là, j'ai adoré l'Université de Columbia. Je vous remercie de me poser la question. On ne me l'a jamais posée. Je crois que ça l'est toujours, mais c'était incroyablement différent. Sciences Po, c'était quand même très vertical, très, très cultivé quand même. Il y avait plein de qualités à Sciences Po, hein. Je me suis fait quand même des amis et tout ça, mais grosso modo, c'était très vertical, très sachant, très dominateur. Enfin, Bourdieu dirait c'est un peu une perpétuation de la domination sociale qui s'organise là-bas. Cultivé, omniscient. En gros, c'est une machine à fabriquer des énarques. Alors que Columbia, c'est une des plus grandes universités américaines, mais moi, j'étais à l'école de journalisme de Columbia, qui était un master. C'était pour des gens déjà 23, 24 ans, 25 ans. Et aux États-Unis, 2 choses. D'abord, le master de journalisme, c'est une profession. C'est comme si vous faisiez de la médecine enfin, c'est une profession considérée comme une profession technique. Donc, tout votre bagage culturel et est-ce que vous êtes cultivé, vous pouvez citer un tel ou un tel. Bon, c'est bien, c'est un plus. Mais c'est pas du tout là-dessus qu'on vous juge. C'est pas le fait d'être un beau parleur ou un bel esprit qui fait de vous un bon journaliste, surtout à l'échelle américaine. Primo. Et deuxièmement, et ça, c'était une énorme leçon pour moi, le journalisme anglo-saxon, ça n'est pas un journalisme d'opinion. Et moi, je suis arrivé, déjà c'est en anglais, donc je me suis pris une claque. Je parlais anglais couramment, mais en fait, le niveau était élevé. Et les profs me disaient en anglais, mais je vous le dis en français, ils disaient, mais tout le monde s'en fiche de votre opinion, Alfred. On vous demande pas ce que vous pensez de l'état de la pauvreté dans le Bronx. Tout le monde s'en fiche. On vous demande de nous faire un article sur la pauvreté dans le Bronx. C'est pas du tout la même chose. Et je me suis rendu compte que quand même, bon an, mal an, j'étais très imprégné de journalisme français, qui est très éditorialisé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur aussi, hein. C'est évident que quand Camus fait son journal en sortant de la guerre, les opinions sont intéressantes. Donc la différence est fondamentale, parce que le journalisme anglo-saxon, tel qu'il est enseigné à Columbia, qui est quand même le creuset du journalisme, notamment américain, c'est là qu'est remis le prix Pulitzer chaque année. Donc c'est un peu le gardien du temple d'un certain journalisme. C'est pas un journalisme d'opinion. Et moi, quand je suis arrivé, les profs me disaient « Mais tout le monde s'en fiche de ce que tu penses, Alfred. » En fait, ton rôle de journaliste, c'est de donner les informations pour que, après, les lecteurs, eux, se fassent leur opinion. Si toi, tu interposes ton opinion entre les faits et le lecteur, tu empêches le lecteur de penser. Tu le prends un peu pour un zozo, d'une part, et d'autre part, en fait, tu lui brouilles la vue. Et il y a ce dicton américain très puissant du journalisme qui est « show, don't tell ». Montre, ne raconte pas. Et moi, ça m'a marqué énormément. D'abord, j'ai trouvé que c'était d'une grande justesse. En plus, je pense que c'est plus honnête et plus neutre politiquement, même si la neutralité absolue n'existe pas. L'objectivité absolue est une illusion, et d'ailleurs mon livre le raconte aussi. Mais en tout cas, la démarche me paraît plus cachère, plus bio, quoi, d'une certaine manière. Et aussi l'autre chose, c'est que moi, à Columbia, j'ai été recruté par une de mes profs, qui était une des patronnes d'Associated Press. Et du coup, ce qui n'était pas du tout dans mon plan de vie, enfin, je n'avais pas d'idée sur la question, j'ai bossé pour les Américains pendant 10 ans, en anglais. Et j'ai adoré ça, j'avoue que j'ai adoré ça. Vous pensez que c'est toujours chaud don't tell aux États-Unis en ce moment ? Alors là, vous me posez une question extraordinairement douloureuse, parce que même si j'ai pas la génération d'un Labro ou je ne sais qui, mine de rien, moi j'ai grandi dans l'admiration des États-Unis, vraiment l'admiration des États-Unis. Journalistiquement parlant, c'est clair.
littérairement aussi un peu. Mon fils s'appelle Ernest pour Hemingway. Et l'admiration morale, militaire. J'ai beaucoup été avec les Marines et les GIs, surtout les Marines. En Afghanistan, mon unité de Marines, ils ne savaient pas situer la France sur une carte. Hein. Et moi, j'ai une maison dans l'Aisne, en Picardie. Ils me disaient « Oh, you're from Picardy, you know Belleau-Wood ». Belleau-Wood, c'est la bataille du Bois-Belleau. C'est une petite bataille en taille, mais c'est une bataille fondamentale que les Marines ont gagnée en se sacrifiant. Il y a un régiment entier qui est passé. Et ça a bloqué l'offensive allemande au moment qui aurait pu faire basculer la Première Guerre mondiale. Et je ne parle même pas des plages du débarquement de 1944 et tout ça. J'ai grandi dans l'idée d'une certaine forme de dette morale et d'admiration morale pour les États-Unis. La première démocratie au monde, historiquement, celle qu'on a à Sciences Po nous enseignait comme étant la meilleure, la plus parfaite en termes de constitution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu constates un effondrement moral, politique, moral, mais moral surtout, et puis médiatique de l'Amérique. C'est effrayant. Hein. C'est un peu consternant, très consternant. Après, vous posez une question qui est une vraie question et qui est douloureuse, c'est est-ce que les médias américains ont contribué à la déchéance intellectuelle d'une certaine Amérique, à l'élection de Trump et tout ça? Et la réponse, hélas, c'est oui. C'est-à-dire, peut-être pas les médias, certainement pas Associated Press, certainement pas le New York Times, les médias écrits, mais notamment les médias télévisuels, les chaînes 24/24, l'hystérisation de l'actualité et du débat aux États-Unis, la peopleisation, la starification des gens qui sont ce qu'on appelle des bons clients dans le jargon, c'est-à-dire des gens qui font des bonnes phrases, des bonnes blagues, ou des trucs un peu scandaleux, mais qui alimentent le cycle d'info. Ils ont un peu créé Trump comme un golem, un monstre qui aujourd'hui vient les dévorer. Et c'est terrible pour l'Amérique. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, on voit ce qui arrive en Amérique se reproduire en Europe et en France. Et aujourd'hui, on voit quand même que certains médias jouent la polarisation extrême, le blabla extrême, les talk-shows extrêmes, la droitisation, la gauchisation, le machin. Et c'est pas le journaliste que j'aime. Alors on va revenir à votre livre. Donc le livre, c'est Le crépuscule des hommes. Un mot sur la photo de couverture, que je trouve très réussie et aussi intrigante. Alors, la photo de couverture, c'est le 1er octobre 1946 dans l'après-midi. C'est le moment où le juge prononce son verdict de culpabilité. Et à ce moment-là, il y a 200 journalistes dans la salle d'audience. Problème, il n'y a que 4 ou 5 cabines de téléphone internationales. Et du coup, ils sortent tous en courant parce qu'ils veulent annoncer le scoop. Et donc on les voit qui courent sur cette couverture. On voit notamment un jeune homme avec une cravate à pois. Il s'appelle Wes Gallagher. C'est le jeune correspondant très ambitieux d'Associated Press. Donc mon média, là où j'ai travaillé moi aussi et que j'ai passionnément aimé pendant 10 ans, presque 10 ans. Et Wes Gallagher, ce jour-là, il va gagner. D'abord parce qu'il court vite, il est jeune et en forme. Et deuxièmement, parce que sa femme, qui est aussi journaliste, est dans une des cabines téléphoniques. Et elle a déjà ouvert la ligne avec New York. Donc Wes arrive, il lui arrache le combiné des mains et il crie « Göring, coupable, pendu !» Et il fait ce qu'on appelle dans le jargon brûler les autres agences. Alors je ne sais pas si l'AFP était déjà créée, si elle était sur place ou pas, mais Reuters, UPI, qui était l'autre agence américaine à l'époque, les quotidiens, en fait, il les brûle. C'est lui qui annonce, et les radios, c'est lui qui annonce au monde entier la condamnation des accusés. En tout cas, c'est une très bonne couverture. Je trouve qu'elle elle accroche. Elle est tonique, elle court, ouais. Elle montre... Mon livre n'est pas un livre qui est spécifiquement sur le journalisme, mais les héros du livre sont tous des reporters. Et elle montre comment la course au scoop, quoi. Donc ce livre évoque le procès de Nuremberg. Pensez-vous qu'un procès de ce type est envisageable en ce qui concerne les belligérants du conflit israélo-palestinien, que vous connaissez bien par ailleurs? Alors, c'est une question qu'on me pose. Comparaison n'est pas raison. Mais pour répondre en termes simples, oui, ça va être compliqué. Mais l'héritière directe du procès de Nuremberg, c'est la CPI, la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre Benjamin Netanyahou et contre le chef d'état-major. Il est émis. Alors, dans le même temps, et évidemment c'est tragique d'un point de vue historique, c'est-à-dire de se dire que le peuple héritier de la souffrance de la Shoah est aujourd'hui accusé de tels crimes, c'est désespérant. C'est quand même désespérant pour tous les êtres humains. Bien au-delà du Moyen-Orient, du peuple juif, c'est désespérant. C'est-à-dire que sur ce qu'est l'âme humaine, c'est terrible. Ça veut dire qu'un enfant battu deviendra un père violent. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'extraire un cycle de violence, une malédiction de violence. C'est vraiment une tragédie. Enfin, c'est pour moi l'un des aspects les plus désespérants du conflit actuel.
Mais l'autre aspect absolument tragique et terrible, c'est que Donald Trump, le président américain, l'héritier institutionnel direct de Roosevelt et de Truman, qui ont créé Nuremberg, c'est-à-dire créé la justice internationale et de facto permis la création de la CPI. Donc ce même Donald Trump a infligé des sanctions au procureur de la CPI parce qu'il veut inculper certains crimes qui ne plaisent pas à Trump. Dont on parlait de l'Amérique, du rôle moral, de leadership moral de l'Amérique. Cette même Amérique qui a offert au monde, au-delà de la victoire des plages de Normandie, qui a offert au monde la justice internationale de Nuremberg, qui a permis la naissance du concept de crime contre l'humanité, le jugement des nazis, le jugement de la Shoah, cette même Amérique, aujourd'hui, empêche le travail de la même justice internationale. C'est terrible, c'est tragique, c'est tragique. Cela étant, moi je pense que oui, un procès est encore possible, parce que la CPI, elle existe justement. C'est-à-dire qu'il y a un progrès dans l'histoire quand même. Et ce progrès, c'est que la justice internationale elle existe. Donc elle est imparfaite, elle est lente, elle est menacée géopolitiquement, elle est menacée par certains, mais elle existe. Je reviens à votre livre. À combien évaluez-vous vos chances de vous voir attribuer le prix Goncourt, pour lequel vous êtes nominé avec ce livre? Et je précise que vous êtes également en lice pour le prix Renaudot et le prix Interallié. Alors, le prix Renaudot, j'ai été dégagé au premier tour. D'accord. Par contre, je suis en lice pour le Grand Prix de l'Académie française. J'ai tout faux donc. Non. Le prix Goncourt? Alors, est-ce que mes chances pour le prix Goncourt? Alors, je ne vais pas faire de faux modeste. Honnêtement, mes chances sont statistiquement proches de zéro. Pour mille et une raisons. C'est pas assez roman? Non, je suis pas connu. Il y a des auteurs beaucoup plus connus qui ont écrit des livres beaucoup plus attendus, qui sont à un point d'aboutissement beaucoup plus élevé dans leur carrière, qui appartiennent à des éditeurs plus influents. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que je suis l'outsider total. Ça, c'est une chose. Après, c'est un immense privilège d'être sélectionné et ça vous donne une visibilité qui est merveilleuse. J'en suis extraordinairement reconnaissant auprès du jury du prix Goncourt, d'autant plus que maintenant je suis au 2e tour. Et ça vous permet deux choses. Ça vous permet d'être dans le Goncourt des lycéens. Ça, c'est merveilleux. C'est une expérience formidable. J'ai fait le tour de France en présentant mon livre à des lycéens qui vont voter pour leur propre prix. Et deuxièmement, comme je suis au 2e tour, je suis aussi dans le Goncourt international. Et du coup, ça fait voyager le livre dans le monde entier, dans la communauté francophone du monde entier. Donc, c'est vraiment génial. Alors, la dernière question. Utilisez-vous des IA dans votre cadre professionnel? J'ai fait une formation Midjourney il y a 2 semaines. Pour faire de l'image, pour voir comment m'en servir. Je pense qu'il ne faut pas refuser le progrès, il faut accepter que... En écriture de livre, je pense que c'est vraiment pas envisageable. En journalisme, moi, je ne m'en sers pas. Après, je parlais à un journaliste qui me disait qu'il allait servir de l'IA pour résumer notre interview. Pourquoi pas? Bon, évidemment, le problème, c'est que vous gagnez du temps, mais vous perdez en compréhension et en intériorisation de l'interview. Donc, moi, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir, mais pourquoi pas? Par contre, moi je suis documentariste, c'est comme ça que je gagne ma vie. L'idée de pouvoir générer des images de très grande qualité pour pas cher du tout et très vite, c'est quand même très très intéressant. C'est intéressant au stade du storyboard, quand on veut se représenter le film, et ça peut même être intéressant à l'écran. Alors après ça, il faut faire très attention, c'est très casse-gueule. Il ne faut pas, par exemple, générer des fausses archives. Si tout se met à être faux et bidon, ça veut dire que c'est très grave vis-à-vis du public. Donc... Par exemple, je pense que si vous faites un film sur Jules César, c'est génial. Parce que si vous créez une image en IA, personne ne pense que c'est une image d'archive, c'est un film de Jules César. Au pire, ça serait une image de Peplum. Mais par contre, quand vous faites un film sur Nuremberg, si vous créez une entre guillemets, fausse archive du procès, c'est gravissime. Vous introduisez le faux dans le vrai. Donc il y a une responsabilité journalistique et une responsabilité historique des gens qui font des documentaires, par exemple, à ne pas se tromper quand ils emploient une IA. Cela dit, je pense qu'il y a des occasions de s'en servir. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup. C'était vraiment... J'avais d'autres questions, mais on n'a plus le temps. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.